Et poursuivons cette discussion de marché avec John Plassard qui est avec nous à distance, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait des éléments techniques de marché avec Alexandre Baradez, d'IG, qui est à mes côtés en plateau. Il y a eu une journée quand même particulière la semaine dernière sur le marché américain, John, et je pense qu'elle mérite cette séance, qu'on y revienne. La séance de jeudi qui a vu, alors on appelle ça un reversal, un renversement de tendance peut-être historique dans les annales du S&P 500, en tout cas depuis qu'on mesure et qu'on quantifie ces phénomènes intraday. On a eu un S&P qui est passé de moins 2,5 à plus 2,5 au cours de la séance de jeudi dernier. C'est ça, John? Ça n'arrive jamais? Non, ça arrive quasiment. Je crois que c'est arrivé à 5 ou 4 reprises depuis le début du S&P 500. Donc, bonjour Grégoire, c'est évidemment une tendance absolument folle. Il faut rappeler ici qu'elle a été initiée, cette tendance de jeudi, sur des rumeurs, hein, vous venez d'en parler avant, sur des rumeurs comme quoi le pivot de la Banque Centrale Européenne pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. C'était une information de Reuters, alors une information totalement fausse, bien évidemment, mais ça a suffi à déclencher des short squeeze. Vous avez eu des gens qui ont racheté à bon compte, des gens qui attendaient, le marché est totalement survendu, et puis vous avez aussi après des interprétations sur des informations qui proviendraient de la Russie, où évidemment personne n'en a aucune espèce d'idée. Donc aujourd'hui, il ne faut pas essayer d'être plus savant que les savants et simplement se dire qu'on navigue totalement à vue. Évidemment, ça va dépendre de l'évolution des statistiques économiques. Vous l'avez dit avant, Grégoire, avec les résultats des entreprises. Mais évidemment, c'est l'inflation qui va compter. Et on sait très bien qu'ici, on est dans ce fameux combat d'essayer de tuer l'inflation par la récession, c'est-à-dire de continuer de monter les taux. Et on en parle, Grégoire, il me semble, presque depuis le début de l'année. Le problème, c'est qu'évidemment, il faut avoir assez de munitions après pour les rebaisser. Et la Banque Centrale Européenne, évidemment, n'a pas ces munitions. La Banque Centrale américaine un peu plus, mais on voit ici qu'on est dans une situation qui n'est pas drôle et encore moins, et qui est encore plus compliquée, je dirais, parce que vous avez un élément qui n'est pas maîtrisé et qu'on ne peut comparer avec les anciennes crises, c'est le fait que vous ayez le plein emploi aux États-Unis notamment et aussi en Europe, ce qui perturbe la lecture des analystes, des économistes et des banques centrales. Ouais, ça complique effectivement le mandat, enfin la gestion de la politique monétaire avec effectivement un taux d'emploi qui est très élevé aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Si on prend le cas britannique, John, donc la séquence évidemment se poursuit, séquence qui va être très politique à nouveau cette semaine. Le nouveau chancelier de l'échiquier, ministre des Finances, Jeremy Hunt, entre en piste aujourd'hui. Est-ce que la situation est à peu près stabilisée, en tout cas pour le court terme, sur le plan des marchés et sur le plan politique au Royaume-Uni aujourd'hui, John? Pas du tout. C'est le flou total. Alors évidemment, Jeremy Hunt est en train de parler actuellement, en train de rappeler que le gouvernement va revenir sur quasi la totalité des propositions, le mini-budget dont vous parliez avant, Grégoire, qui avait été annoncé le 23 septembre. Vous avez des nouvelles mesures qui devraient se traduire par des recettes supplémentaires de 32 milliards de pounds, mais évidemment, c'est le flou total. Alors aujourd'hui, on a un peu de détente, mais il faut quand même rappeler ici que de plus en plus du côté du parti de la Première ministre, eh bien, on est dans des mesures de confiance qui pourraient être mises en place et potentiellement, on ne peut pas exclure que Madame Truss démissionne ou soit contrainte de démissionner durant ces prochaines semaines. Donc on voit que c'est le grand flou. Alors qu'est-ce qui stabilise aujourd'hui les marchés? C'est que la Banque centrale d'Angleterre a dit qu'elle envisageait de reprendre les ventes d'obligations d'entreprise la semaine prochaine. Donc on a l'impression que à travers ces annonces qui ont été faites ce matin, on essaye de raconter à la communauté financière qu'on est assez en confiance pour reprendre ce type d'achat d'actifs. Mais évidemment, on va, et c'est peut-être la thématique du jour, on va naviguer à vue sur cette économie britannique parce que vous avez des interrogations sur la question politique, je l'ai dit avant, vous avez des interrogations évidemment sur l'inflation. Je vous rappelle quand même, Grégoire, que pour l'année prochaine, début d'année prochaine, vous avez des institutions comme Goldman Sachs qui attendent 22% d'inflation
pour la Grande-Bretagne. Donc on est dans une situation quasi historique, on est dans une situation où vous avez les salaires qui ne montent pas de la même manière, bien évidemment. Donc, en définitive, qui souffre, eh bien, c'est de nouveau le Britannique et évidemment les entreprises britanniques face à cette hausse de l'inflation. Donc, c'est très, très compliqué de naviguer ici et c'est pour ça que je dis que le gouvernement et la Banque centrale d'Angleterre naviguent totalement à vue parce qu'ils avancent pas de consort les deux main dans la main. Ouais, effectivement. Et cette situation va pousser la Banque d'Angleterre à relever peut-être encore plus fortement ses taux directeurs le 3 novembre prochain. C'est-à-dire qu'après être passé par la case QI temporaire pendant 15 jours, on rachète jusqu'à 65 milliards de sterling pendant 15 jours, on va bien monter les taux et sans doute plus que 50 points de base le 3 novembre prochain. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais le gros problème, alors il le faut évidemment pour casser l'inflation, pour précipiter le pays en récession, puisque c'est la solution qu'on a trouvée comme Paul Volcker au début des années 80. Mais ici, la question, c'est de se dire que, vous savez, quand vous montez les taux, vous voyez aussi les taux hypothécaires pour les gens qui renégocient, pour les gens qui essayent d'acheter, ça a un impact extrêmement important sur les biens immobiliers, donc sur la richesse même des Britanniques. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, il faut monter les taux. D'un autre côté, on a un problème sur les remboursements des cartes de crédit, sur les leasings de voitures, sur l'immobilier, sur plein d'éléments qui seraient à même de faire repartir la croissance économique. Donc, on ne l'a pas du tout. Donc, effectivement, ici, c'est un animal à part, je dirais, la Grande-Bretagne qui commence à mesurer les méfaits, notamment du Brexit. Ouais, l'expérience interdite, comme je dis, le Royaume-Uni. Un bon exemple à ne pas suivre pour nous autres Européens continentaux. Si on prend encore un peu plus le large, John, un mot peut-être de l'ouverture du congrès du 20e congrès du Parti communiste chinois par ce discours prononcé par Xi Jinping hier, qui a duré un peu moins de 2 heures. Alors, quand on observe la Chine depuis les marchés, John, quels sont les enseignements que vous retirez de la feuille de route qu'a déroulée Xi Jinping? Alors, j'ai pas entendu votre question, mais je le vois. Chinois et la feuille de route de Xi Jinping, John, quand on observe la Chine depuis les marchés, qu'est-ce que vous retenez de la feuille de route qui a été délivrée par Xi Jinping à l'occasion de l'ouverture du 20e congrès hier? Oui, alors, important, très important, et je dirais que c'est le plus important, la politique du Covid-0 est conservée. Donc ça, c'est le plus important. On imaginait qu'il pouvait y avoir potentiellement un moins grand durcissement ou un changement de discours sur la politique du Covid-0. On voit aussi, et c'est la certitude, ça n'étonnera personne, qu'un 3e mandat est promis au président Xi. Et puis la 3e chose, c'est qu'on remarque ici que la focalisation sur l'augmentation du budget de l'armée est très importante, tout en rappelant que le Parti communiste chinois est vraiment au centre de l'échiquier. Il l'avait répété l'année passée pour les 100 ans du Parti communiste chinois. Et là, il le répète. Donc, il n'y a pas de changement concernant la politique économique et la politique globale de la Chine actuellement. Et le message va être répété tout au long de la semaine. Et ça veut dire, sur le plan de la conjoncture, John, qu'il n'y a pas grand-chose à attendre d'une relance chinoise dans les prochains mois? Vous savez, Grégoire, les Chinois ont une vision totalement différente de la nôtre concernant la relance économique. Ils savent qu'en 2050, voire avant, ils seront la puissance économique numéro 1 mondiale. Et donc ici, ils ont une vision à plus long terme. Et c'est pour ça qu'ils veulent en finir de leur manière avec la politique du Covid-0. Alors, c'est ici que c'est très intéressant ce que vous avez dit, effectivement, c'est que demain devaient être publiés les chiffres de la croissance chinoise qui sont repoussés à l'après-Parti communiste chinois. Et donc, on voit ici qu'aujourd'hui, on ne se focalise pas sur le court terme, mais c'est vraiment sur le long terme qu'on se focalise, quitte à ce que la croissance chinoise soit en dessous, et elle le sera, des anticipations du gouvernement du début d'année. Il ne fallait pas qu'un chiffre de PIB trimestriel qui aurait donné une vision un peu court-termiste aux investisseurs vienne perturber la grande cérémonie et le 20e congrès du Parti communiste chinois. Merci beaucoup, John. Merci pour votre éclairage cette semaine sur la situation de marché. John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.